France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo pour un tour d'horizon de l'actualité des territoires ultramarins. À la une, cette semaine, la montagne Pelée s'agite, la population martiniquaise attend le big one. Des milliers de secousses ont été enregistrées ces derniers temps, rappelant le triste souvenir de l'éruption de 1902. Explication à suivre. À tout de suite. Mais d'abord, la troisième journée de mobilisation partout en France ce jeudi pour maintenir la pression sur le Premier ministre en vue du budget 2026. Aux Antilles-Guyane, mais aussi dans le Pacifique ou encore à Mayotte, les revendications locales se sont associées au mouvement de grogne national. On voit cela avec Sophie Vingada-Salon. Malgré un soleil de plomb, 250 enseignants contractuels étaient dans les rues de Mamoudzou pour réclamer leur salaire. Mais moi j'ai 3 mois non payés, un avenant non signé, c'est hors la loi. Leur promesse du 6 octobre, ça veut dire que j'aurai 4 mois de loyer de retard. J'ai 2 enfants étudiants, etc. etc. À un moment on se dit non. À La Réunion, les manifestants ont aussi défilé contre les mesures d'austérité et réclamé plus de justice fiscale. Ils étaient des centaines contre des milliers le 18 septembre. C'est vrai que la masse aurait peut-être été plus conséquente, mais c'est difficile pour tout le monde. Et on peut comprendre qu'une journée de grève supplémentaire peut impacter la vie de nos camarades. En Guadeloupe, de nombreuses écoles n'ont pas accueilli d'élèves. 19% de grévistes selon le rectorat, 42 pour les syndicats. Une mobilisation contre les suppressions de postes. Mais ici, la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap inquiète. Pour moi, c'est humiliant. On n'a même plus envie d'aller travailler dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on ne peut pas manger, on ne peut pas payer un bus, on ne peut pas mettre de l'essence dans une voiture. C'est un peu le ressentiment que j'ai. En Polynésie, ce sont les fonctionnaires pénitentiaires et agents de police qui étaient mobilisés contre des coupes budgétaires. La montagne Pelée est-elle en train de se réveiller? Depuis la fin du mois d'avril, le nombre de séismes ne cesse d'augmenter. Près de 5000 ont été enregistrés entre le 28 août et le 28 septembre. Alors faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec Karen Cassuto et Lauriane Saint-Louis. Elle est plantée là depuis 300 000 ans, immobile, en apparence seulement. Car à l'intérieur, le cœur de la montagne Pelée bat bel et bien. Elle tremble, particulièrement souvent ces dernières semaines. En un mois, 4 925 séismes sont répertoriés, du jamais vu depuis 2012. La moyenne mensuelle habituelle, c'est 30. Pourtant, au pied de cette grande dame, les habitants du Morne-Rouge ne s'inquiètent pas. Comme on ne les ressent pas, les séismes, donc on entend parler, mais ce n'est pas ressenti, donc on ne sait pas vraiment. Je n'y pense pas. Je ne pas réfléchir à ça. Parce que je me dis que ça casse le moral, ça empêche de vivre. L'éruption arrivera forcément un jour. Mais quand? C'est la question que se pose l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. Depuis son bureau, le directeur observe la montagne. La nuit dernière, il relève un séisme de magnitude 2. C'est à partir de ce niveau qu'il peut être ressenti par la population. Ces événements sismiques là d'origine volcanique, pour l'instant, ils sont localisés vraiment à faible profondeur. On est entre 1 et 3 km sous la montagne Pelée. On est bien au-dessus du niveau où on pense que se situent les réservoirs magmatiques, c'est-à-dire là où il y a la source des magmas qui sortent au moment des éruptions. Ces réservoirs magmatiques sont probablement vers 6-9 km de profondeur. Pas d'inquiétude donc, d'autant que la multiplication des séismes n'est qu'un des 4 facteurs de l'éruption d'un volcan, avec le gonflement de la montagne, l'apparition de fumerolles et l'évolution de la chimie des gaz. Si vous ressentez des secousses, l'Observatoire vous demande de l'indiquer sur ce site franceséisme.fr. C'est un fléau dans bon nombre de territoires d'outre-mer. L'érosion côtière grignote les littoraux jusqu'à faire reculer certaines plages. Sur l'île de Moorea en Polynésie, elles ont presque disparu en 50 ans. Comment limiter le phénomène? C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Gilles Bourga et Daniel Fels. Tu vois le cocotier qui est juste là-bas, là. Donc il y a une petite quarantaine d'années, tu avais une plage qui faisait 10 à 15 mètres de long devant le cocotier. Et donc on avait le trait de côte qui était décalé d'une quinzaine de mètres par rapport au trait de côte actuel.
L'océan grignote le littoral. C'est le cas pour les plages publiques comme ici à Tem'e, mais aussi chez les particuliers. Chaque dépression, ça s'amplifie de plus en plus. Mais comme aussi on n'a pas de barrière qui nous protège, plus les cyclones, mais ça fait beaucoup de dégâts. Le réflexe est souvent de construire un mur ou de faire un enrochement, mais ces techniques amplifient le problème. Si tu as un enrochement, tu ne permets pas en fait cet apport de sable sur le haut de plage. En fait, tu vas bloquer, ça va repartir avec le sable. Et donc tu n'as plus que l'érosion naturelle qui fait partir le sable petit à petit. Au bout d'un moment, il n'y a plus de sable sous l'enrochement. L'enrochement va tomber et il faut en refaire un autre. Et puis on a perdu de 3 mètres qui est tombé avec l'enrochement. Alors, 4 associations ont pensé le projet Fatura Te Tahatei, un projet de recherche et de conservation pour revégétaliser le littoral, car contrairement au muret, les plantes sont des alliés de la plage. Mais si tu travailles avec la nature, elle saura toujours te protéger. Tu plantes ça, ça retient le sable. Au Tuamotu, c'est ce qu'il y a. Dans les hôtels, tu vas voir, il n'y a que ça au bord de la plage. Pourquoi? Parce que ça ne va pas mourir avec la mer. À Tetiaroa, les tortues viennent pondre depuis toujours. Mais aujourd'hui, l'érosion crée des marches sur la plage, notamment après une forte houle. Soit elles peuvent être bloquées et donc elles vont retourner à l'eau, soit elles vont décider de pondre, mais du coup beaucoup trop proche de l'eau. Et troisième situation, ça peut être une tortue qui force le passage, qui arrive à monter. Et en fait, au retour, elle se retrouve face à une marge d'érosion. Et là aussi, ça peut être dangereux pour elle. Elle pourrait tomber et pouvoir potentiellement se retourner, ne jamais retourner à la mer. Aujourd'hui, on s'inquiète pour les tortues car elles sont en danger. Surtout, le problème vient du fait que les hommes ont construit et vivent en bord de mer, ce que ne faisaient pas forcément nos ancêtres qui avaient compris bien avant nous le long processus de l'érosion du littoral. Voilà une matinée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À La Réunion, des enfants hospitalisés ont échappé à leur quotidien, souvent morose, lors d'une virée à moto grâce à des motards au grand cœur. Une action exceptionnelle qui leur a redonné le sourire le temps d'une balade sur les légendaires Harley-Davidson. On embarque avec Henri-Claude Elma et Michel Bertil. C'est un peu comme si le noir était devenu une couleur lumineuse. Devant le CHU de Belle-Pierre, elle s'affiche sur les motos et les tenues de pilotes de Harley et suscite de la joie chez les enfants malades. Abdourahim, comment ça va? Ça va bien. Kessie, lui, a sa séance de chimiothérapie après cette balade en sidecar. C'est énervant de voir les mêmes murs à chaque fois. Ici, c'est mieux, c'est à l'air libre, ça fait du bien de respirer un peu l'air dehors. Il a été pendant 1 mois en soins intensifs. Désormais, ses hospitalisations se font au rythme des chimiothérapies. Le réveil était facile parce qu'il savait qu'il allait faire un tour de moto. En plus, je lui ai dit qu'il y avait un sidecar, donc il n'avait qu'une envie, c'était de venir. Il était à l'heure, il était bien habillé et tout, et il était content. L'association Les Mille Pattes est à l'origine de cette matinée. Ses missions, améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et de leurs familles. Bien sûr que c'est essentiel. La maladie, c'est pas que ce qui se passe dans le corps, c'est aussi tout ce qui se passe dans la tête. Et donc, du coup, de pouvoir accompagner dans ce sens-là, ça a beaucoup de sens et ça aide les familles et les enfants. Et pour donner la main, les bikers d'une association Harley-Davidson. On ne peut pas se permettre d'être un groupe où on est une centaine de membres à rester entre nous. Il faut vraiment qu'on diffuse, il faut vraiment qu'on partage et que les gens ressentent que l'association est aussi pour tout le monde. Il faut que tout le monde en profite en fait. Juste quelques tours à moto qui éloignent un peu les enfants de leur maladie. Et pour finir, ce sont plus de 200 tonnes de peaux de poisson qui sont jetées chaque année en Nouvelle-Calédonie. Pour transformer ce déchet en ressources, l'ONG américaine Conservation Internationale mise sur le cuir de poisson. C'est dans ce cadre qu'une artiste est venue partager son savoir-faire en matière de tannage traditionnel et d'usage de colorants naturels. Un stage suivi par Géraldine Louis et Brice Bachon à Touault. Regardez. Couverture de livres, étui à couteau ou encore des bijoux. Tous ces objets, pour le moins hétéroclites, possèdent un point commun. Ils sont faits en cuir de poisson. Pour obtenir cette matière, il faut tanner puis teindre la peau de poisson. C'est un art vraiment personnel et émotionnel pour moi. Janet Chang, artiste, tanneuse de peau de poisson depuis 11 ans,
la sino-canadienne a étudié ce savoir-faire ancestral auprès de groupes d'Inuits. Au début, j'ai appris à tanner les peaux de cerf et à en faire du cuir avec les peuples autochtones. Ensuite, j'ai appris à appliquer ces méthodes aux peaux de poisson. Des méthodes de transformation de peau de poisson que la tanneuse diffuse à travers le monde au sein des communautés autochtones en lien avec la pêche depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, elle anime un atelier à Touo sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, un travail sur 10 des espèces pêchées localement. Au grattage, Jana Young, une ancienne élève de Janet Chang, morceaux de chair et tendons sont retirés de la peau de vivano, la première étape du tannage. Travailler le vivano, une découverte pour la jeune femme, mais aussi pour les 8 participants à l'atelier. Ce matin, ils apprennent la technique de teinture à l'indigo. C'est complexe mais fascinant et le résultat est merveilleux. Minimiser ces déchets en les transformant en cuir, la démarche éco-citoyenne séduit cette commis de cuisine. À la maison, c'est un peu notre philosophie déjà. Là. À la maison, de faire ça, d'essayer de rien jeter. Outre l'apprentissage des pratiques autochtones, cet atelier permettra d'étudier les liens des Kanaks avec la pêche et le lagon, l'occasion de recueillir leur vision culturelle de l'océan. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et la première.fr en vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée où que vous soyez. L'information continue sur France 24.